Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la critique analyse du chapitre 881. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans ce chapitre, c'est qu'on a fait l'ellipse sur la réalisation du gâteau. On n'a eu aucune page, aucune case dessus pour se concentrer vraiment sur ce qui était primordial, c'est-à-dire la fuite de tsunami de Big Mom, cette vague absolument monstrueuse, et bien sûr le combat entre Katakuri et Luffy. Jinbei, franchement, ce mec, il est absolument excellent. Et pourtant, si vous suivez mes vidéos depuis assez longtemps, vous savez que l'île des hommes poissons, c'est un arc que j'ai complètement détesté. C'est peut-être aussi dû à Audi, que j'ai complètement détesté au niveau de méchants. Et c'est peut-être aussi parce que je fais une intolérance aux fruits de mer et aux poissons. Mais les hommes poissons, c'est... Non, j'y arrive pas. J'y arrive franchement pas. Et même si Jinbei a apporté beaucoup au niveau de l'arc Marineford, est-ce qu'il a été la personne qui a permis à Luffy de se ressaisir, moi je l'aime bien, mais sans plus. Le fait qu'il revienne rejoindre l'équipage, c'est pas quelque chose qui m'a mis en émerveillement, comme ça a été le cas pour beaucoup d'entre vous. Mais je dois dire que on a vu que Jinbei commence à vraiment être intéressant. On se rappelle de sa place au niveau du classement. Je crois qu'il était dans les 6 premiers. Et ce qui est absolument dingue, c'est que ici, il a parfaitement sa place. Alors, le rôle de timonier, ça, j'en avais déjà parlé, mais là ici, on voit cette chose absolument géniale, le fait d'avoir cette vague. Et d'ailleurs, j'ai appris un truc, c'est ça que j'aime bien avec One Piece, c'est qu'on apprend toujours plein de choses. J'ai fait des recherches sur internet par rapport à cette chambre verte, et oui, c'est un mot qui est utilisé dans le domaine du surf. C'est dû à la couleur des vagues parfois qui est verte à l'intérieur, et il paraît que pour un surfeur, aller à l'intérieur, c'est encore plus fort qu'avoir un orgasme. Donc voilà un petit peu le petit truc quand j'ai fait 2-3 recherches. Et ce qui est vraiment excellent, c'est de voir la relation qui est en train de se créer entre Jinbei et Nami. Et oui, parce que là, ici, ils se complètent parfaitement, c'est-à-dire qu'on a Jinbei en tant que timonier qui arrive à connaître un petit peu les courants marins, à voir les choses, et en plus, il a un vécu qui est assez important. Et après, Nami, elle, c'est par rapport à analyser la météo, voir de quel côté viennent les vents, d'anticiper un petit peu les menaces. Et ce qui est vraiment génial, c'est que les deux maintenant sont vraiment nécessaires pour la suite de l'aventure. Et il faut savoir que leur passé est vraiment très dur, parce que rappelez-vous Nami tout simplement avec Arlong, et même Jinbei à un moment quand ils sont sur l'île des hommes poissons, il s'en veut parce qu'il dit que si Arlong est devenu comme ça, c'est à cause de moi, et donc si Nami tu as autant souffert dans ta jeunesse, c'est à cause de moi. Et de voir ce problème qu'il y a eu entre... Pas problème, mais comment expliquer ça? C'est-à-dire qu'ils étaient pas faits pour être les meilleurs amis du monde, et là, ici, dans le rôle pour le reste de l'aventure, c'est tous les deux qui vont permettre d'avancer encore plus facilement vers Raftel. Je trouve cette façon d'écrire d'Ichiro Oda, de mettre des petits éléments en place, de mettre une souffrance qui après va forger une grande amitié dans l'équipage, alors je sais pas si quelques-uns parmi vous avaient vu la petite chose, mais c'est en faisant mon petit texte que j'ai percuté à ça, et encore une fois, je trouve ça vraiment très beau. Vu que j'ai parlé de Jinbei et de Nami, je vais faire une petite parenthèse sur Nami. Je trouve le traitement qu'elle a eu dans cet arc vraiment très bon. J'avais fait beaucoup de blagues à un moment sur le fait que ça soit une présence que pour les boobs, qu'elle soit dans le classement bien placé. C'est pour les fanboys qui aiment bien justement la voir avec des gros boobs, mais non, ça c'était vraiment une blague, parce que le traitement qu'il y a ici est vraiment très bon. Cette page, cette case où on la voit se retourner justement vers Brook et aussi vers Chopper en disant non, c'est les ordres du capitaine, donc on le fait, il va réussir à s'en sortir, ayez confiance en lui. Je trouve que tout ce qui s'est passé durant cet arc a vraiment renforcé les liens entre Nami et Luffy. C'est vrai qu'au niveau d'Arlong, quand d'ailleurs, je crois qu'elle est même l'une des premières à recevoir le chapeau de Luffy, le fait qu'ils disent maintenant tu fais partie de l'équipage et on va démonter la gueule d'Arlong pour que tu viennes avec nous, ça c'était vraiment déjà très fort. C'était même avant encore qu'il y ait ce cri de détresse avec Robin. Et là ici, faut se rappeler ce qui s'est passé dans la forêt de la succion, qu'elle était assez mature pour analyser les choses. Après le combat contre Crackers et surtout le combat contre Senji, je reviendrai pour faire la critique analyse de l'épisode où j'ai eu des larmes quant à Nami qui hurle à Senji, c'est bon, arrête, pitié, je t'en supplie, arrête, il est en train de souffrir et tout. Je l'ai trouvé tellement bien dans ce rôle. Et là, encore une fois, la voix essayer de dire aux autres, non c'est bon, ayez confiance en lui, c'est ses ordres, on va aller de l'avant, il va venir nous rejoindre. On voit qu'il y est... cet arc a vraiment été important pour moi, parce que d'un point de vue des sentiments,
Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont mis en place. On va passer maintenant sur Big Mom et Perospero. Big Mom, il y en a beaucoup qui rigolent en disant ça y est, c'est le comique de répétition, un peu la Team Rocket de One Piece, c'est-à-dire que Big Mom, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, ça foire. Imaginez que ça n'est pas foiré. Imaginez que la vague, le tsunami tombe sur le Sunny, même si le Sunny, à cause de son bois, peut réussir à ne pas être détruit. Nami, Brook et Chopper seraient morts. Jinbei, lui, a réussi à aller dans l'eau pour pouvoir s'en sortir, mais ils ne peuvent pas s'en sortir, donc c'est normal. C'est normal que ça ait foiré. Je vois pas d'autre solution. C'est pas une petite attaque qu'a fait Big Mom et qui a foiré. C'était carrément un putain de gros tsunami. Donc oui, on peut dire elle est complètement merdique de foirer tous ces trucs, mais il faut quand même prendre en compte qu'elle est complètement folle. Et d'ailleurs, encore une fois, je me pose la question de comment elle a fait pour avoir un moment de lucidité et avoir cette idée de mettre un morceau de son âme dans une vague pour en faire un tsunami, parce que elle, son but, c'est tout simplement d'aller bouffer le gâteau. Donc voilà, je ne comprends pas, je ne comprends pas comment elle a eu la maturité de faire ça. C'est pas Perospero qui lui a soufflé à l'oreille. D'ailleurs, Perospero, il y a un très très bon truc où il est en train de dire non, Mama, ne détruis pas le bateau. Alors ça, c'est pour moi pour deux raisons. Premièrement, parce que ce mec-là, c'est un putain de four, un putain de maniaque, un putain de psychopathe. C'est-à-dire qu'il veut que l'équipage soit vivant pour les transformer en bonbons et les détruire. Je pense que c'est ça. Et aussi essayer de trouver une excuse par rapport au gâteau. C'est-à-dire que vu que Big Mom détruit le gâteau n'est plus présent et donc la folie qui est dans sa tête ne va pas s'estomper. Alors que si le bateau n'avait pas été détruit et s'ils avaient été dessus, peut-être que Perospero aurait pu expliquer que c'est eux qui ont bouffé le gâteau pendant qu'ils les poursuivaient. Il y a peut-être un truc comme ça. Et maintenant la question est de savoir, vu que le bateau a coulé dans l'esprit de Perospero et aussi de Big Mom va toujours avoir cette folie d'avoir le gâteau, parce que c'est une folie alimentaire. Tant qu'elle n'a pas l'aliment, elle ne peut pas reprendre ses esprits. Donc, la suite des aventures, c'est que Perospero va essayer de contrôler Big Mom pour lui dire va sur Cacao Island, Pudding et Charlotte t'ont peut-être fait une surprise, t'ont peut-être préparé, il y a peut-être un deuxième gâteau qui est en place, un gâteau des fois que t'es vraiment très très fin, on peut imaginer un petit truc comme ça, qu'ils avaient prévu un gâteau en plus. C'est Perospero essaye un petit peu de mentir pour encore une fois la contrôler, et donc là on déplace encore une fois le danger vers Cacao Island. Et là on va revenir sur un truc qui était assez bizarre, c'est-à-dire que là maintenant, des 3 heures de gâteau qui étaient nécessaires, on est passé à 10 heures, vu que le Tucson Sunny doit maintenant aller sur Cacao Island pour aller chercher le gâteau. Et 10 heures à tenir, ça fait quand même très 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 long. Au niveau des chapitres là, parce on arrive sur la fin d'année, il y a encore la rêverie à mettre en place, et Ichiro Oda a bien dit que pour la fin d'année, on allait avoir le début de Wano Kuni. Donc je ne sais pas pourquoi il met ces 10 heures en place. Là franchement je comprends pas. Et maintenant on va passer sur la dernière partie. C'est tout simplement le combat entre Katakuri et Luffy. Alors les réactions live, c'est une première lecture de ma part. Et la première lecture que je peux faire peut être une lecture totalement faussée. C'est-à-dire que je n'ai pas compris le jeu avec le miroir. Pour moi, je pensais qu'il l'avait dans la bouche et qu'il se tenait la bouche pour pas recracher le miroir avec la douleur qu'il avait. Et je m'aperçois en allant sur beaucoup de forums et en lisant aussi les commentaires que vous êtes pas mal à avoir compris ça. C'est-à-dire que quand vous l'avez lu, vous avez analysé ces pages, ces cases comme ça. Alors que avec du recul, c'est totalement l'inverse. Et ce qui est encore plus génial, c'est qu'il y a un rôle du capitaine qui se met ici en place, une volonté de Luffy qui est absolument phénoménale. Pour bien prendre la chose, Luffy a le miroir, il parle avec eux, et le fait que les miroirs explosent, ça c'était vraiment très très bien fait, le timing, que les miroirs explosent pour faire croire aussi en même temps, involontairement peut-être, que c'est à cause de la pression que les miroirs ont éclaté et que le Tucson Sunny est vraiment coulé. Ça c'était vraiment très très bon. Après il a un morceau de miroir et ça permet d'avoir les informations de la part de Nami, de savoir qu'ils sont toujours en vie. Donc lui, il n'a pas ce stress et il peut se concentrer sur le combat. Sauf qu'au moment où il court, que ses pieds sont pris dans le Mushi, il y a Katakuri qui arrive et qui lui fait un putain de coup de pied. Et le coup de pied arrive aussi dans les bras et éclate en 1000 morceaux le miroir. Et là, Luffy, il souffre
mais quelque chose d'absolument dingue. Donc le haki, encore une fois, qu'a mis Katakuri pour toucher le corps humain de Luffy est absolument dingue. Luffy ramasse plein sa gueule et il se serre la bouche pour ne pas hurler de souffrance. Et ça c'est magnifique parce que quand tu reprends les cases, tu aperçois qu'il se prend plein de coups, c'est-à-dire tous les coups de pied qu'il se prend dans le dos et tout, il est là pour s'empêcher d'hurler, et après tu le vois avec une tête pleine de souffrance, et la case d'à côté, tu vois un Corazon Face, comme quelques-uns ont dit, il arrive comme ça, il dit non les gars ça va, bon maintenant laissez-moi tranquille, partez, je vous rejoins, là maintenant je dois aller faire, je dois aller latter la gueule à Katakuri, et puis j'ai pas besoin de m'occuper de vous, donc moi je vais y aller, on se dit à bientôt. Et c'est typiquement ce qui s'est passé avec Corazon, et là d'un point de vue du destin, on se dit waouh, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Parce que Luffy là, il a pas dit aux autres bon bah c'est bon, je vais lui latter la bouche, on se donne rendez-vous. Il est en train de mentir. Luffy ne ment jamais. Et même là, la façon dont il le fait, il ment très très mal. Mais Nami, Chopper et Brook ne le réalisent même pas. Il y a seulement que la petite case avec Jinbei qui peut-être au niveau de l'intonation de la voix se dit c'est pas normal que Luffy parle comme ça. En exagérant un petit peu, parce que peut-être que dans la version de l'anime, on entendra une voix qui est vraiment fausse, et c'est vraiment génial, parce que là tu vois le rôle du capitaine qui est là pour ne pas inquiéter son équipage, pour qu'ils puissent être sereins, pour qu'ils puissent mener à bien leur mission, c'est-à-dire de ramener le gâteau, parce que sinon peut-être qu'ils auraient fait demi-tour et qu'ils auraient voulu sauver Luffy. On peut imaginer quelque chose comme ça. Franchement, j'ai peur, j'ai franchement peur, ça fait 3 fois que je le dis, pour la suite. Car Katakuri, là on voit qu'il est passé en mode un petit peu vénère. C'est-à-dire que pour l'instant il ne faisait que combattre avec ses pieds, ses mains, etc. avec le haki. Que là on voit son bras qui s'ouvre et il y a le trident qui sort de son bras. D'ailleurs encore une fois on est dans le paramécia complètement psychédélique. Est-ce qu'il est corporel? Est-ce qu'il est productif? S'il est productif ça veut dire que en un sens s'il est petit puis qu'il a des bras qu'il produit et qu'à l'intérieur il a mis des armes. Si c'est un corporel on peut imaginer que tout son corps soit seulement fait donc il ne peut pas en produire, donc tous les trucs qu'il a produits bien avant c'est obligatoirement intégrant à son corps. Donc encore une fois on est parti dans un truc, on ne sait vraiment pas quoi penser, et encore une fois Ichiro Oda a bien dit que c'était un paramécia particulier, et là donc il sort le trident, et le trident est une arme tranchante, et on sait que Luffy est faible contre les armes tranchantes. Faut voir quel haki va mettre en place. Est-ce qu'il va se mettre en Tankman normal, Gear 4 Tankman normal, pour vraiment être plus axé sur la défense? Est-ce qu'il va faire un nouveau Gear 5? Qu'est-ce qu'il va faire exactement? On ne sait pas. Et le pire c'est la phrase de fin. Le troll que nous fout Ichiro Oda dans la gueule est absolument fantastique. C'est-à-dire que t'as Katakuri qui voit le futur et il voit justement que Luffy va dire « Je ne mourrai pas ». Et il lui dit « Est-ce que c'est vraiment ça les dernières paroles que tu veux sortir de ta bouche ? Est-ce que Katakuri, dans son futur, voit la mort de Luffy ?» C'est fou. C'est fou le truc qu'on peut imaginer. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que normalement la plupart des fins qu'on a, quand Luffy est face à un adversaire, il va lui dire il dit tout le temps un truc dans le style je vais te botter le cul. Voilà, je vais te botter le cul. Là il lui dit pas je vais te ramasser la gueule. Il dit je ne vais pas mourir. Donc, est-ce que Luffy a déjà conscience qu'il n'a pas le niveau pour lui latter la bouche et qu'il doit trouver un moyen de partir? Le moyen de partir, c'est à travers un miroir. La seule personne qui peut traverser les miroirs, c'est Brûlé. Donc, même si, imaginons, entre guillemets, il arrive à latter la gueule de Katakuri, chose que je ne pense pas, et en un sens, ce n'est pas sous-évaluer Luffy, ce n'est pas surcoter Luffy non plus. Ichiro Oda peut peut-être mettre un gros truc qu'on n'a pas vu venir, mais tel que les choses nous est, telle l'analyse normale de la chose, sans fanboyisme de ma part, Ichiro Oda est en train de nous montrer que Luffy pour l'instant n'a pas du tout le niveau. C'est le combat, je sais pas si vous remarquez, mais le combat est à sens unique. Luffy est dans un état désastreux, Katakuri n'a aucune blessure. Il s'amuse. C'est une récréation pour lui, tu vois. En gros, c'est comme si tu mettais un mec de 3ème contre un mec de maternelle. C'est exactement ça. Dans la cour d'école, l'autre il dit je vais te latter la bouche. Point final. C'est un petit peu comme ça que là, au niveau des trucs de force, je sais pas comment ça va se passer. Si Luffy doit partir, il ne peut pas courir vers un miroir et passer à travers un miroir. Il est obligé d'être avec Brûlé. Donc, est-ce que c'est Brûlé la clé? C'est Brûlé vraiment la clé. Est-ce qu'il va essayer de courir, essayer de trouver Brûlé, prendre Brûlé et après sortir à travers le miroir? Parce que c'est ça qui peut être vraiment excellent. C'est-à-dire que s'il arrive à choper Brûlé
Et s'il arrive à passer à travers un miroir, les autres sont coincés dans le monde des miroirs. Et tant que Brûlé ne revient pas dans le monde des miroirs, les autres sont prisonniers. Donc, si Luffy, on ne sait jamais, il devient intelligent en ce moment. Si il arrive à choper Brûlé, à le foutre sous le bras et à sortir à travers le miroir, un peu comme il a fait quand il a pris justement Katakuri et qu'il avait pris Brûlé en point de contact pour rentrer dans mon miroir, s'il fait l'inverse, Katakuri et tous les autres, tous les dangers sont à l'extérieur. Et donc après, il aura le champ libre avec Brûlé pour pouvoir trouver un miroir qui va donner accès à Cacao Island. Et encore une fois, là, ça pose un autre problème, c'est-à-dire que est-ce que le pouvoir de Brûlé peut contrôler tous les miroirs du monde ou tous les miroirs de Toadland? C'est quand même assez énorme parce qu'on est à 10 heures de route en bateau, ce qui fait une distance absolument phénoménale. Encore une fois, quand on pense un petit peu aux choses, quand on pense aux résolutions de cette fin d'arc, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Je ne sais pas pour vous, et c'est ça qui rend cet arc absolument merveilleux. C'est-à-dire que on n'a aucune prévision. Il n'y aura pas la force de l'amitié qui va venir les aider. Est-ce qu'il va avoir une force annexe qui va venir de dehors? Il n'y a rien, on ne bite rien. Voilà, moi, je ne bite absolument rien à la fin de cet arc. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse de chapitre. Il n'y avait pas grand-chose à dire non plus, parce qu'on était surtout sur un combat entre Katakuri et Luffy, et on avait une fuite qui a été faite par Jinbei. Donc voilà, c'est-à-dire que 2 actions en 16 pages, il n'y avait pas grand-chose non plus, il n'y avait pas beaucoup d'informations qui avaient été données sur des trucs qui pourraient se passer à droite, à gauche. Donc voilà, petite, encore une fois, extrapolation en fin de critique-analyse. J'espère que vous aurez bien, je l'ai pas mis dans une deuxième vidéo, vu que la vidéo était assez petite. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère encore une fois que vous aurez aimé cette critique-analyse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et défoncer la bouche de ce putain de pouce bleu. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.